Merci beaucoup au Cancéropole et au groupe GeoCancer de m'avoir invité à vous parler aujourd'hui de ce travail qui a été réalisé donc aux États-Unis, qui concernait la prédiction de la prévalence du cancer par intelligence artificielle et images satellites. Comme on a déjà un petit peu discuté, vous savez que les politiques de santé publique sont définies par les données épidémiologiques, évidemment, et donc cela permet de guider, par exemple, les campagnes de dépistage, les interventions de prévention, ou même voire d'adapter l'offre de soins. Aux États-Unis, les données épidémiologiques sur la prévalence du cancer, tout type de cancer confondu, sont assez incomplètes, puisque les registres en fait qui sont créés lors des recensements de la population qui sont faits tous les 10 ans ne couvrent que 28% de la population. Et en France, les données sont disponibles à une échelle régionale, départementale ou parfois un peu plus fine, mais pas forcément tout à fait suffisante pour être avec une granularité pour prendre des décisions dans toutes les situations. Par ailleurs, ces données coûtent extrêmement cher et pour vous donner l'exemple toujours des États-Unis et notamment le recensement ACS qui permet de les générer, il coûte à peu près 220 millions de dollars à chaque fois que on décide de le réaliser. En parallèle de ce constat-là, il y a de plus en plus de travaux qui se sont intéressés à l'utilisation des données satellitaires, donc géographiques ou environnementales, par machine learning. Et vous avez notamment ce papier de l'université Stanford qui date de 2016 déjà, qui s'est intéressé à la prédiction du niveau de pauvreté, notamment en Afrique, en utilisant uniquement des images satellitaires, avec d'excellents résultats. Un peu plus récemment, 2 ans plus tard, en 2018, une autre équipe américaine de Philadelphie cette fois-ci a utilisé le deep learning pour cette fois-ci prédire l'obésité des adultes à partir d'images satellitaires, toujours Google Maps. Et donc l'idée que l'on a eue pour faire ce travail-là, c'était de se demander finalement si on ne pouvait pas utiliser ces données satellitaires et rien d'autre pour donner une sorte de réflexion assez fidèle de l'environnement. Pourquoi on s'intéresse à l'environnement? On l'a déjà dit. En fait, on sait que la majeure partie des facteurs de risque de cancer sont liés à l'environnement et maintenant on le sait même depuis très très longtemps. Je vous ai mis ici 2 exemples de publications qui évoquent ça. Et puis un peu plus récemment, mais il y a déjà 20 ans, vous avez cette publication dans le New England Journal of Medicine qui explique justement que en fait les facteurs héréditaires ne représentent qu'une part assez minime des facteurs de risque de cancer et que ce sont vraiment l'environnement et nos comportements qu'il faut plutôt considérer si on veut guider les politiques de santé publique. Et puis un dernier papier encore plus récent, qui cette fois-ci fait au Royaume-Uni, et qui explique que, d'accord, on sait que les risques de cancer est plutôt liés à l'environnement et au comportement, mais c'est extrêmement complexe de modéliser justement nos comportements ou notre environnement, parce qu'on va avoir besoin de récolter des données extrêmement diverses, que ce soit le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, le sexe, l'âge, le poids, les habitudes de vie, etc. Et donc ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Donc le postulat de base de ce travail-là, c'est est-il possible d'utiliser des sources de données qui sont déjà existantes, donc qu'on n'a pas besoin de régénérer, pour apporter une réponse au problème qui est que les données épidémiologiques sont encore incomplètes. Donc on a, pour essayer de répondre à cette question-là, des données de prévalence du cancer qui sont disponibles sur Internet en accès libre et qui sont rendues disponibles par le CDC, qui est une espèce de, vous le savez, je pense maintenant, une espèce de ministère de la santé publique aux États-Unis. Et ces données datent de 2018 et sont à assez haute résolution spatiale, à peu près de l'ordre de 6 000 à 8 000 habitants, puisqu'elles concernent en fait chacun des census tracts qui sont utilisés pour recenser la population aux États-Unis. Et donc ça, il y en a des millions. On a récupéré en fait les données de prévalence du cancer pour 7 des plus grandes villes américaines, dont vous avez la liste ici, ce qui représente à peu près 14 millions et demi d'habitants. Et en parallèle, on a utilisé, téléchargé entre guillemets avec l'API de Google Maps, les images qui correspondent à ces 7 villes à une échelle de 1 pour 4513. Et ces images ont été générées, parce que vous avez la possibilité de choisir la date, en 2018, donc la même année que les années que les données de prévalence du CDC. Et ces images sont divisées en tuiles de 224 par 224 pixels en niveau RGB 3 x 3, donc 3 canaux de couleurs. Pour chaque image, au moment où vous téléchargez ce petit carré, en fait,
vous téléchargez en même temps, vous générez en même temps un fichier de géotagging GPS qui vous donne les coordonnées GPS de l'image. Et donc ensuite, on a utilisé une API de la FCC qui est disponible en ligne aux États-Unis. C'est donc la FCC, c'est la Federal Communications Commission, qui permet à partir d'une coordonnée GPS de vous déterminer dans quel census tract vous vous trouvez. Donc ça veut dire qu'on était capable de rapporter l'image à un census tract et donc de déterminer quelle était la prévalence dans chacune des 700 000 images que l'on avait téléchargées. Donc, on avait d'une part les données de prévalence du cancer, d'autre part les 700 000 images de Google Maps. Et donc, on a utilisé des extracteurs de deep learning qui sont des réseaux convolutionnels. Alors, vous savez, je pense que c'est qu'un réseau convolutionnel. En fait, ce sont le même type de réseaux qui sont utilisés pour faire la reconnaissance, par exemple, d'images ou d'objets, ou même de visages, par exemple, quand vous mettez vos photos sur iPhone ou sur Facebook. C'est exactement les mêmes types de réseaux neuronaux. Et on a utilisé ces données, ces réseaux-là pour, entre guillemets, traduire une image en un vecteur mathématique pour pouvoir ensuite faire une corrélation à partir de ce vecteur mathématique. Donc, ce qui est réalisé, c'est que les vecteurs mathématiques de chacune des petites tuiles d'images sont rassemblés et moyennés et rapportés à un census tract. Et ensuite, on obtient donc un vecteur unique qui correspond à la représentation de la prévalence à l'intérieur de ce census. Alors, sans rentrer trop dans les détails techniques, mais pour que vous ayez une image à peu près fidèle de ce qui a été réalisé, ça, c'est le réseau convolutionnel qui s'appelle ResNet 50. Et vous voyez à gauche l'image donc qui est en 224 x 224 x 3. Et vous allez, par des couches successives, réduire l'information jusqu'à obtenir un vecteur qui est ici au niveau de la flèche en orange, qui a pour lui une dimension de 1 x 1 x 4096. Et ce que fait d'habitude ce type de réseau neuronal, c'est qu'il y a une dernière couche qui en fait fait la classification, qui est donc avec une fonction softmax. Et dans ce travail-là, on a enlevé cette couche, c'est-à-dire qu'on a un peu décapité le réseau neuronal, et on a, au lieu de faire la classification, uniquement extrait le vecteur mathématique. Donc, grosso modo, à partir d'une image, on obtient un nombre qui doit être représentatif, on l'espère, de l'image. Alors évidemment, vous avez plusieurs extracteurs plusieurs réseaux neuronaux qui sont disponibles. Et donc, la première étape a consisté à évaluer les extracteurs qui donnaient les meilleurs résultats. Et lorsque ce travail a été réalisé, c'était à l'été 2019. Les meilleurs réseaux neuronaux pour faire ce type d'analyse d'image étaient mis en ligne par Google et s'appelaient EfficientNet B0 ou B7. Et donc, on a évalué vous avez là 6 réseaux neuronaux, mais il y en a bien plus, avec, vous voyez, un nombre de paramètres qui fluctue entre 14 millions de paramètres, c'est-à-dire des paramètres informatiques, et jusqu'à 88 millions pour les plus gros réseaux. Chacun de ces réseaux-là a des caractéristiques différentes que je ne vais pas redétailler, mais globalement, la première étape a montré que le réseau neuronal qui permettait d'obtenir la représentation mathématique la plus fidèle d'une image satellitaire, c'était ResNet 50, qui au final n'est pas un réseau extrêmement récent, mais qui est, pour la tâche qu'on s'était donnée, le meilleur. Donc la deuxième étape, après qu'on ait vérifié ça, c'était de vérifier que les variables extraites, c'est-à-dire le chiffre qui avait été extrait de l'image, était une bonne représentation de l'environnement de l'image. Et ça, c'est une façon de vérifier un petit peu que les réseaux neuronaux ne font pas n'importe quoi. Et c'est l'étape, donc la deuxième étape que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Une fois qu'on a fait cette deuxième étape-là, on a fait tout simplement une régression logistique avec ElasticNet, qui est un type de régression logistique très très simple, pour corréler ce vecteur mathématique à la prévalence du cancer. Ça, c'est très rapide à faire. Et ensuite, ça nous donne un modèle par ville, et je vais vous montrer un petit peu les résultats par la suite. Donc, si je résume et si je reprends les choses pour bien les simplifier et bien être clair, on a des images, ici c'est la ville de Los Angeles, en haut à gauche, qui sont extraites. Pour Los Angeles, par exemple, c'était à peu près 18 000 images. Et ensuite, on va utiliser un réseau neuronal qui était donc ResNet 50 pour extraire un nombre qui représente chacune de ces 18 000 images. Et on va corréler ce nombre-là avec un modèle ElasticNet de régression simple à la prévalence du cancer qui est téléchargée depuis les serveurs du CDC. Une fois qu'on aura ça, on va pouvoir générer les cartes, dont la carte notamment que vous a montré Anita en introduction.
Alors, pour que vous visualisiez simplement ce que ça donne, ça peut être un peu abstrait de comprendre ce que fait le réseau neuronal. Vous avez ici à gauche, sur la colonne de gauche, les images originales. Et vous avez en deuxième colonne ce que voit, entre guillemets, le premier bloc du réseau de ResNet. Et en dernière colonne à droite, le second bloc. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on gagne un petit peu en niveau d'abstraction. Et il faut s'imaginer que ResNet 50 a 50 blocs de réseau convolutionnel. Et donc, à la fin, vous allez avoir une abstraction de l'image d'un niveau très, très élevé. Donc, vous avez parlé de l'étape de vérification du fait que le vecteur mathématique correspondait à quelque chose, on va dire pour nous les humains. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une recherche d'image inversée. Alors ça, vous pouvez le faire sur Google déjà. C'est très simple, hein. Vous prenez n'importe quelle image, vous la donnez à Google et il vous montre sur Internet toutes les images qui sont similaires à celle-ci. Et ça permet par exemple de retrouver des images lorsqu'elles ont été téléchargées. Donc, on a pris ce principe-là, sauf que là, on a pris une image de pont parmi les 700 000 images au hasard. On a extrait le vecteur mathématique avec ResNet 50 et ensuite, on a donné uniquement le vecteur mathématique et on a dit, est-ce que tu peux me ressortir toutes les images qui correspondent à ce vecteur mathématique? Et donc, ça a permis de vérifier que ce vecteur mathématique correspondait pour les humains effectivement à quelque chose de réel. Et donc, vous avez ici l'exemple du pont, mais on a fait ça pour plusieurs types d'environnements. Vous avez là les exemples des maisons, donc des quartiers pavillonnaires californiens. Là, des exemples de ports. Et puis, pour terminer, on a fait une TSNI. Une TSNI, en fait, c'est une façon de visualiser les données qui nous permet, par exemple, une fois de plus, de vérifier que le vecteur mathématique, lorsqu'on groupe les vecteurs mathématiques par similarité, et qu'ensuite on prend les images qui correspondent à ces vecteurs-là, on obtient quelque chose de visuellement cohérent. Et donc là, vous avez pour la ville de Los Angeles un regroupement par TSNI des images, et vous voyez qu'il y a un peu d'océan à gauche, et vous avez les différents quartiers en fonction de leur topographie qui sont plutôt bien regroupés, avec ici, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais au milieu en bas, par exemple, des quartiers un peu industriels et puis des routes, et puis par exemple en bas à gauche, des quartiers plus denses et pavillonnaires. Et puis en haut à gauche plutôt, ici, des quartiers et des zones plus montagneuses. Parce que vous savez, par exemple, Los Angeles, vous avez toute la région, par exemple, de Beverly Hills, qui est beaucoup moins dense et en hauteur. Donc, une fois qu'on avait extrait le vecteur mathématique, qu'on avait vérifié que ce vecteur mathématique correspondait à une réalité d'environnement et que cette réalité d'environnement correspondait pour les humains à quelque chose, on a fait le modèle ElasticNet et donc on a obtenu ces critères de qualité-là avec notamment le facteur R2. Donc, le R2, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chiffre qui vous donne la part de la variance de la prévalence du cancer qui est expliquée par le modèle. Et donc, vous voyez qu'on arrivait à expliquer de 40 et jusqu'à 65% de la variance du cancer sur ces 7 villes uniquement en utilisant des données satellitaires, des images satellitaires. Aucune donnée démographique, aucune donnée économique, aucun autre type de données que de l'image satellite Google Maps. Une fois qu'on avait vérifié qu'on avait des performances relativement bonnes, alors elles ne sont pas parfaites, absolument pas parfaites, mais elles sont quand même intéressantes, on a généré les images, ça c'est l'image que vous a montré Anita, pour vérifier visuellement que le modèle était capable de prédire une prévalence du cancer qui ressemblait à peu près à la prévalence réelle à l'échelle de la ville entière. Donc on a généré les cartes pour les 7 villes explorées et on a eu des résultats assez bons. Alors, vous voyez par exemple que sur Los Angeles, les zones où la prévalence du cancer est la plus grande, donc là, c'est la partie à gauche de la carte réelle, est à peu près superposable à la zone telle qu'elle est définie par le modèle. Et il faut bien comprendre que c'est particulièrement difficile pour un modèle à réaliser parce que la prévalence, la variation n'est pas de 0 à 80%, hein, évidemment, c'est de 0 à 12. Donc, ça fait une toute petite part de choses à explorer. Et donc, il faut un modèle très bon pour être capable de faire la différence entre 4% et 6%, par exemple. Et donc là, on montre que ce modèle est assez bon pour le faire. Ensuite, toujours pour vérifier cette bonne qualité du modèle, on a généré ces cartes-là qui vous montrent la corrélation entre la prévalence réelle et la prévalence prédite. Donc, chaque point, ça correspond à la prévalence réelle par rapport à la prévalence prédite. Et à chaque fois que la courbe
qui est générée est la plus, on va dire, diagonale, c'est-à-dire que le modèle est quasi parfait. Donc là, par exemple, pour Phoenix, donc c'est le meilleur modèle avec 65% de R2, on a une assez bonne courbe. Par contre, pour des villes où c'est un peu moins bon, par exemple San Diego, vous voyez qu'on a un éparpillement des points qui est un peu plus important et donc une courbe un petit peu moins bonne, un peu plus aplatie. Donc une incertitude plus importante. Alors tout ça, c'est intéressant, mais on a envie de se dire, en fait, on ne sait pas ce que le réseau neuronal extrait des images. Donc c'est finalement pas si intéressant que ça, parce on a l'impression d'utiliser un modèle boîte noire et de ne rien y comprendre. Heureusement, pour les données du CDC, on a les capacités d'extraire pour les mêmes census tout un tas de facteurs, on va dire, de déterminants de la santé, et notamment des facteurs de risque du cancer. Et donc, je vous ai mis ici l'exploration de la capacité de chacun de ces facteurs-là à prédire, l'exploration de la corrélation de chacun de ces facteurs-là aux vecteurs mathématiques extraits par le deep learning. Et vous voyez qu'en fait, ces facteurs sont extrêmement corrélés à ce que voit le réseau neuronal sur l'image satellitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que possiblement, ce qui est extrait, en fait, est un reflet fidèle de l'environnement qui est visible sur l'image et que cet environnement-là est particulièrement corrélé au mode de vie, on va dire, des personnes qui habitent dans l'image en question. Et donc, ça se comprend bien. Typiquement, si vous habitez à Beverly Hills, à Bel Air, dans une villa avec piscine, bah ça, le réseau, il va le voir. Par contre, si vous habitez dans Inglewood, dans une zone où il y a plus d'immeubles, où c'est plus dense, où c'est plus pauvre, le réseau va le voir aussi. Et donc, c'est ça que ça montre avec, par exemple, ici, l'income per capita, donc le salaire par tête, qui est extrêmement corrélé à ce que voit le réseau neuronal sur les images satellitaires. Pareil, le statut de fumeur, le statut d'alcoolisme, le statut d'obésité avec 91% de corrélation, etc., etc. Donc au final, on montre que le réseau neuronal est très bon pour donner une sorte de modélisation globale de tous ces comportements-là en un seul coup, en one shot. Alors, l'autre question qu'on peut se poser, si on veut aller un peu plus loin, c'est intéressant sur des données américaines. Est-ce qu'on peut imaginer utiliser ce même genre d'analyse sur des données françaises? Et donc, par exemple, ça voudrait dire de prendre des images Google Maps d'une ville française et sans avoir la prévalence, réussir à extraire ou à prédire la prévalence du cancer. Ce qu'on a montré, en fait, c'est que si on s'intéresse à comparer l'environnement ou l'architecture d'une image par rapport à une autre en calculant deux métriques qui sont la similarité cosine et la distance euclidienne, ça on peut le calculer très facilement entre deux images, eh bien on montre que lorsque ces deux facteurs montrent que les images sont très similaires, on peut utiliser un modèle entraîné sur une ville donnée pour prédire sur une autre ville. Donc ça veut dire très concrètement qu'on pourrait imaginer entraîner une bibliothèque de modèles qui seraient adaptés à chaque type d'environnement, et puis ensuite, au préalable, comparer les environnements, vérifier s'ils sont bien similaires, et puis par conséquent, utiliser un modèle d'un environnement similaire pour pouvoir prédire les prévalences sur une ville inconnue. Au-delà de ça, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que des modèles faits sur des villes américaines sont applicables sur des villes européennes? Mon intuition, c'est que probablement pas, parce que les architectures sont extrêmement différentes d'une ville européenne à une ville américaine. La densité est très différente. Et donc, c'est pas évident qu'on puisse appliquer ça, et donc ça demanderait vérification. Le dernier point d'amélioration de ce type de méthode-là, au-delà de l'amélioration purement des performances, c'est d'essayer d'améliorer l'interprétation des résultats et la compréhension. Alors, je vous ai montré qu'on avait une corrélation assez forte entre on va dire les facteurs socio-économiques déterminants des facteurs de risque de cancer et les vecteurs mathématiques extraits par le deep learning, mais je pense que c'est pas encore suffisant. On aurait parfois envie d'avoir une visualisation, comme ça peut être fait pour de la radiologie, par exemple, avec des cartes de chaleur ou des choses comme ça, une visualisation sur l'image des zones les plus à risque du cancer.
Le dernier axe qu'on aurait envie d'explorer, puisque là, ce sont des travaux qui ont été faits sur la prévalence du cancer tout primitif confondu, puisque c'est la seule donnée que le CDC fournit. On aurait envie d'avoir des cancers avec un détail un peu plus important, c'est-à-dire différencier cancer du poumon, cancer tête et cou, cancer de la prostate, etc. Et être capable pour chacun de ces cancers-là individuellement de faire le même type de travail-là. Mais pour ça, ça demande une granularité et une quantité de données très importante qui, si je ne me trompe pas, à l'heure actuelle n'existe pas. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. On a un petit peu de temps, donc je suis disponible si vous avez des questions. Et je remercie donc le laboratoire de Stanford où ce travail a été réalisé en collaboration.